Salut à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, le week-end vient de se terminer, il est donc temps de faire un point sur ce qu'il s'est passé sur les parquets de la Betclic Elite pour la 12e journée. Commençons par regarder les différents résultats. Déjà, il y avait un match le vendredi soir, traditionnel match de La Rochelle, où bien évidemment je suis allé en tant qu'abonné, eh bien on était vraiment à ça que La Rochelle fasse un exploit et gagne son second match de la saison. Une défaite de 7 petits points face à Strasbourg, alors que La Rochelle était encore devant à 1 minute 30 de la fin. Que de regrets pour les Rochelais, mais on sent vraiment qu'ils ne sont pas loin d'accrocher leur deuxième match. On poursuit avec cette fois le derby bourguignon qui avait lieu le samedi. Dijon s'est incliné après prolongation à domicile, 87 à 94. Est-ce qu'on peut parler d'effet Elric Delors pour l'élan Chalon? Eh bien, j'en ai bien l'impression. Bravo à l'élan Chalon qui s'octroie le derby alors que ça faisait plus de 6 ou 7 ans, je crois, il me semble, qu'il n'avait pas remporté le derby. Ensuite, Saint-Quentin s'est réveillé. Saint-Quentin a gagné de 5 points face au CSP Limoges dans une partie qui a été vraiment très disputée. Pour le CSP, il va encore falloir attendre pour les voir décrocher leur première victoire à l'extérieur. Ça fait maintenant 1 an que le CSP n'a plus gagné hors de ses bases. Ensuite, il y avait un choc. Le leader Cholet qui affrontait une équipe de Bourg-en-Bresse qui était plutôt sur une bonne dynamique. Eh bien, Cholet, avec des absences, a littéralement pris l'eau et s'est incliné de 35 points dans un match marqué par une expulsion, l'expulsion du coach de Cholet, Fabrice Lefrançois, et puis surtout un match où vraiment rien n'allait dans le sens des Choletais. Une grosse victoire de Bourg-en-Bresse qui signe là leur match référence en terre maugeoise. C'est une performance vraiment à souligner pour les hommes de Freddy Fautou. Bravo à la GL Bourg qui conforte sa place dans le top 4. Ensuite, logiquement, Monaco n'a fait qu'une bouchée du portel et ça fait plaisir de revoir les joueurs français fouler les parquets côté Monaco avec Thierry Tarpey, avec Johan Bégarin, avec Peter Corneli. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Il y a eu la deuxième surprise de cette journée, encore peut-être même plus grosse que la performance de Bourg sur le parquet de Cholet. Eh bien, c'est tout simplement la victoire du MSB, du Mans, qui est venu à bout d'une équipe parisienne qui peut-être était encore un peu fatiguée. Mais Le Mans a su trouver les ingrédients, a su stopper le jeu de transition parisien, et c'est une performance d'autant plus rare à souligner que Le Mans n'a pas bénéficié de son adresse extérieure habituelle, avec un très faible pourcentage, hormis pour son génial petit meneur Trevor Hodgins, auteur de 28 points avec 5 tirs à 3 points. Une grosse performance pour le MSB qui rebondit, c'est le cas de le dire, et qui s'octroie peut-être une fin d'année assez heureuse puisque leur prochain match sera contre La Rochelle à domicile. Un match abordable pour eux. Ensuite, il y avait un autre match qui s'est terminé après prolongation et encore une fois, l'issue n'a pas été heureuse pour l'équipe à domicile puisque le BCM Gravelines recevait l'équipe de Nanterre et ce sont bien les Nantériens qui sont imposés après prolongation sur le score de 89 à 83 avec une performance majuscule de Hamad Kaver en prolongation. Les hommes de Philippe Da Silva se donnent de l'air, remontent petit à petit au classement, mais par contre, le BCM Gravelines, eh bien, a désormais un bilan négatif à domicile avec 3 victoires pour 4 défaites. Les hommes de Jean-Christophe Prat n'ont pas su capitaliser sur leur victoire obtenue à La Rochelle la semaine dernière. Et enfin, le dernier match de la journée, l'Asvel a su de son côté capitaliser sur sa dernière victoire en Euroleague face à Paris, puisque l'Asvel s'est imposé sur le score de 91 à 85, un match très offensif, qui n'a pas été de tout repos pour l'Asvel, mais à la fin, c'est bien la victoire qui compte. Allez, maintenant, je vais faire un petit zoom sur le classement, et notamment sur les équipes classées de la 5e à la 9e place. Parce que oui, vous le savez, à la fin de la phase aller, les 8 premières équipes disputeront la Leaders Cup qui se déroulera pour cette saison 2024-2025 à Caen. Alors, où en est-on du côté du classement, sachant qu'il reste uniquement 3 matchs avant la fin de la phase aller? J'aurais pu faire ce zoom peut-être avant le dernier match de la phase aller, puisque les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Je n'ai pas mis les équipes classées 3e, 4e, ni même les 10e, 11e, mais je vous assure que toutes les équipes entre la 4e et la 11e place se tiennent entre 2 victoires. Et donc, il reste 3 matchs à jouer. Tout reste encore à faire. Toutefois, après cette journée, voici le classement, avec Saint-Quentin qui est classé à la 5e place avec 7 victoires pour 5 défaites, et le 9e, Strasbourg, a un bilan de 6 victoires pour 6 défaites, à égalité avec Gravelines et Le Mans. On voit donc que tout peut encore se passer, mais ça permet de voir que, eh bien, il y a quelques clubs qui ont fait de bonnes opérations cette journée. On voit tout simplement que toutes les équipes de ce classement, hormis Gravelines, eh bien, se sont imposées. Une mauvaise opération donc pour Gravelines à domicile face à un adversaire abordable. D'autant plus que Nanterre, qui ne figure pas parmi
ce classement est tout simplement 10e avec 5 victoires. Donc Nanterre grappille petit à petit son retard, c'est donc une bien mauvaise opération pour Gravelines dans l'optique de pouvoir disputer la Leaders Cup. Je voulais également faire un petit focus sur les prestations d'un Rochelais. Le jeune Matteo Loret qui est peut-être l'éclaircie de ce début de saison. On est pratiquement à mi-saison, mais vous m'avez compris. Car oui, Matteo Loret, je pense que pas grand monde ne l'attendait à ce niveau, si ce n'est les supporters rochelais qui, comme moi, l'ont vu évoluer et grandir au fur et à mesure de la saison de Pro B l'année dernière. Matteo Loret, il s'affirme comme le joueur important de La Rochelle cette saison. Le jeune meneur confirme qu'il a une qualité de passe et une vista extraordinaire, en témoigne la colonne que j'ai mis en jaune. Regardez donc sur ces 5 derniers matchs, les statistiques qu'il compile à la passe décisive. 10 passes, 7 passes, 9 passes, 7 passes et 7 passes. On peut dire qu'il est ultra régulier dans ce domaine et il bénéficie aussi d'un gros temps de jeu. Et ça, c'est assez important à souligner. Ce n'est que sa première saison en Betclic Elite, sa deuxième saison professionnelle, mais Matteo s'affirme déjà comme un vrai bon meneur de Betclic Elite. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que offensivement et notamment sur son shoot, on voit qu'il progresse de match en match et ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose sur laquelle il faudra qu'il puisse capitaliser pour ne pas être uniquement catalogué comme un joueur qui fait des passes décisives. Il sait se montrer agressif, il court, il amène du rythme en transition, et ça c'est super intéressant. Et honnêtement, on voit vraiment une équipe de La Rochelle avec Matteo Loret et une équipe de La Rochelle sans Matteo Loret. Et ça se ressent notamment dans l'animation de jeu offensive. Autre point super important, c'est sa capacité à bien évoluer et à bien servir les pivots. On a du côté de La Rochelle d'autres satisfactions, la raquette, Djibril Bello et Clifton Moore qui sont extrêmement bien mis en avant par les services et les passes caviar de Matteo Loret. Et ça, c'est très important pour La Rochelle qui, en début de saison, quand Matteo était blessé, avait du mal ne serait-ce qu'à atteindre la barre des 70 points. On voit que depuis que Matteo Loret est revenu et a pris de l'épaisseur dans le jeu, ça va tout de suite un petit peu mieux, même si ce n'est pas encore parfait, pour La Rochelle en termes de scoring. Et ça, c'est important pour la suite de la saison. On a hâte de voir, et moi le premier, de voir comment Matteo va continuer à grandir au fur et à mesure de la saison, puisque je le rappelle, nous n'en sommes qu'à la 12e journée. En tout cas, c'est extrêmement prometteur à la fois pour La Rochelle, mais aussi et surtout pour Matteo Loret. Où va-t-il s'arrêter? Je vous pose la question. Il est temps désormais de parler des infos, des news, des actualités. Et je commencerai, comme pour chaque récap, de faire le point sur les joueurs qui se sont blessés, d'autres qui sont revenus de blessure ou tout simplement qui ont été absents et qui reviendront au prochain match. Je vais commencer avec Charles Cahudi, un énième absent du côté de Villeurbanne qui décidément ne jouera peut-être aucun match cette saison en étant en complet. Bien, c'est Charles Cahudi qui est absent jusqu'à la fin de l'année 2024 en raison d'une pubalgie. À noter toutefois, la bonne nouvelle côté Asvel, c'est que Edwin Jackson était dans le groupe face à Nancy, il est sur le retour, et donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Villeurbanais qui vont pouvoir récupérer un peu plus de rotation sur les lignes extérieures. Après l'Asvel, intéressons-nous à une autre équipe d'Euroleague avec Monaco. Les Monégasques, je l'ai dit dans les résultats, ils ont récupéré Mam Jayte, mais ils ont aussi récupéré Furkan Korkmaz, l'éphémère turc de Monaco, que l'on a très peu vu sur les parquets, est revenu, il a joué quelques minutes et c'est plutôt de bon augure. Maintenant, il va falloir qu'il reprenne le rythme puisqu'il a très peu joué cette saison, mais ça va être intéressant de voir une équipe de Monaco bientôt au complet, sachant que également Nick Calates, le meneur grec, est également bientôt sur le retour. On poursuit, mais cette fois du côté du leader et de Cholet. Je le disais dans les résultats, il y a eu des absences du côté de Cholet, ce qui explique aussi peut-être la claque qu'ils ont prise à domicile face à la GL Bourg. Les absents, c'était tout simplement des membres du secteur intérieur, avec Jamoni McNeese, qui devrait être absent pour une durée d'environ 2 mois. Cholet est à la recherche d'un pigiste médical. Et enfin, c'est Mohamed Diawara, qui s'était blessé à la cheville et qui n'a pas joué concernant ce match. Reste à voir quelle sera la nature de son indisponibilité. En tout cas, on sait que Fabrice Lefrançois a l'habitude de s'appuyer sur beaucoup de ses rotations et donc c'est vraiment 2 pertes hyper importantes qui venaient densifier l'effectif en termes numéraires et aussi athlétiques. Et donc il va voir si Cholet va pouvoir tenir la cadence avec, je le rappelle, également des matchs de FIBA Europe Cup à pouvoir gérer. Et enfin, je finirai cette courte section des récaps cette semaine par une information très importante, notamment pour Chalon, puisque vous le saviez, il y avait eu un appel qui avait été fait concernant la rencontre qui opposait Chalon à l'Asvel, remporté après 3 prolongations par Chalon. Il avait été décidé que le match serait rejoué pour
une décision litigieuse concernant Geoffrey Lauvergne. Chalon a fait appel et a finalement obtenu gain de cause. Le match ne sera pas rejoué, la victoire est bel et bien entérinée pour l'élan Chalon. Décidément, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles d'un coup avec l'élan Chalon qui récupère sa victoire et en plus qui reste sur 2 victoires consécutives suite à l'arrivée de Elric Delors. Tout va pour le mieux, ou presque, pour l'élan Chalon en ce moment. Maintenant, quels sont les joueurs qui ont cartonné ce week-end? Je vais commencer avec un joueur qui a affronté La Rochelle, je l'ai vu de mes propres yeux, il a sorti une première mi-temps absolument éblouissante. Eh bien, c'est Jeff Robertson. Jeff Robertson, il a joué 13 minutes, il me semble, en première mi-temps. Il a mis 23 points en première mi-temps, 23 points à la fin du match, accompagné de 9 rebonds pour un total de 27 d'évaluation. Quand La Rochelle était devant en première mi-temps et a fait un petit écart, eh bien, c'est tout simplement Jeff Robertson qui a permis à la SIG Strasbourg de s'accrocher, de revenir dans le match et même de repasser devant. Un énorme impact pour Jeff Robertson, alors que je le rappelle, Brice Dessert était absent. Il a amené cette présence dans la raquette qui a fait énormément de bien à Strasbourg et notamment du fait parce que Vitaly Chikoko, il a très rapidement pris 2 fautes dans le premier quart-temps et Strasbourg a dû jouer small ball avec Jeff Robertson, Hugo Invernidi et un petit peu de Jaël Trèfle. Donc grosse performance de Jeff Robertson qui a totalement pris feu, notamment à 3 points face au Rochelet. Grosse prestation à lui, bravo. On enchaîne avec un autre joueur, j'en ai parlé tout à l'heure dans les résultats, qui a pris feu, littéralement, face à Paris. C'est cette fois le meneur Manceau, Trevor Hudgins, qui lui aussi a bénéficié de l'absence de Trey Buchanan pour avoir beaucoup de temps de jeu et surtout pour briller. Briller et surtout porter son équipe vers la victoire. 28 points, 4 rebonds, 4 passes pour 27 d'évaluation. Trevor Hudgins a fait très mal aux Parisiens. Et devinez qui il va affronter au prochain match, La Rochelle. En espérant qu'il ait un peu moins la main chaude. Et je finirai par, là aussi, un joueur qui a porté son équipe vers la victoire, ce n'est nul autre que Ahmad Caver. J'en parlais tout à l'heure, Ahmad Caver, il a brillé pendant la prolongation. Il a été clutch, ça a été le monsieur clutch de cette journée. Ahmad Caver, il termine avec 20 points pour 4 rebonds et 5 passes et 25 d'évaluation et surtout offrir une victoire importante qui replace Nanterre dans la course à la Leaders Cup. Il est temps de s'intéresser aux déclarations qui ont été sorties par des joueurs ou par des coachs à l'issue de leur match. Je commencerai par Laurent Villa, le coach strasbourgeois qui a déclaré au sortir de la victoire de son équipe à La Rochelle: on est venu ici avec l'envie de gagner et de faire un bon match défensif. C'était notre socle tout au long de la partie. Aujourd'hui, on a joué avec beaucoup de cœur et d'abnégation. En défense, nous avons fait beaucoup de rotations. En attaque, on a été inconstant, mais on a pu compter sur Jeff, qui a fait une première mi-temps incroyable. Ce n'est pas une victoire éclatante, mais c'est une victoire importante. Et effectivement, Strasbourg a été sur courant alternatif, on va dire, et c'est un petit peu à l'image de leur première partie de saison. Un coup, ils sont sur une super dynamique, un coup, c'est un peu moins bien. Je les ai trouvés pas forcément hyper bien, pas forcément sûrs de leur force. D'ailleurs, ils ont eu leur leader, Dominique Artis, qui a été très inconstant et qui n'atteint même pas la barre des 10 points. Mais c'était une victoire qu'il fallait prendre, et on a vu également, ça permet de souligner l'impact que peut avoir Brice Dessert sur cette équipe. La deuxième déclaration, eh bien, j'ai choisi non pas celle d'un coach, mais d'un joueur, Gérald Ayayi, l'extérieur choletais, qui a réagi suite à la contre-performance de son équipe face à son frère et face à la JL Bourg. Regardez ce qu'il a déclaré. Il y avait zéro fatigue, nous n'avons aucune excuse pour la prestation de ce soir, nous savons à quel point c'est important de jouer à la Meilleraye, c'est important de la faire vibrer. Mais là, nous avons montré un terrible visage. Il y a certes des circonstances atténuantes, mais il faut perdre en se battant, à l'usure. Or, ils sont rentrés dans le match en voulant plus. Nous avons une cible dans le dos en étant premier. Le tout, c'est qu'il faut assumer. Donc oui, on le voit, les Choletais ne cherchent pas à se cacher. Maintenant, il va falloir rebondir et on verra sur les prochains matchs à quel point les absences de Mohamed Diawara, de Djamoni Maknis portent préjudice à cette équipe choletaise qui, il faut quand même le rappeler, reste sur un incroyable début de saison et perdre de 1 point ou perdre de 35 points, eh bien à la fin c'est la même chose, c'est une défaite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas sûr qu'il y ait un récap la semaine prochaine car vous le savez, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, si je ne peux pas tourner de vidéo, eh bien je vous posterai quand même des visuels sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était Ben pour Bac Courte, peut-être pour le dernier récap, on ne sait pas, avant cette fin d'année. En tout cas, je vous réserve plein de surprises pour la suite. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes si je ne vous revois pas, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.